Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont dégradées sensiblement au cours des 2 derniers mois. On n'en est sans doute plus aux tensions dangereuses du temps de la guerre froide, mais les antagonismes se sont réveillés brusquement et continuent de monter en puissance à la faveur de questions d'actualité et de société, au point que des commentateurs ont même parlé d'une petite guerre froide. Un script évoquant les romans de John le Carré a été déroulé sous nos yeux, sur fond d'espionnage, d'agents retournés, de transfuges à l'Est ou de menaces d'attentats sur des ambassades de l'Ouest. Mais le script a inclus 2 nouveautés scénaristiques qu'ignoraient les années 60. D'une part, la confidentialité de nos courriers sur Internet, dont le Washington Post nous apprend qu'ils ont été systématiquement violés depuis 2008, au-delà de ce que prévoit la loi fédérale qui encadre l'activité de la NSA. Ou encore, d'autre part, les droits des gays à la liberté d'expression et à la visibilité, dans une Russie qui tourne le dos délibérément aux avancées occidentales sur cette question. Tout a commencé le 11 juin dernier quand la Douma a voté une loi punissant les offenses faites aux sentiments religieux, ainsi que tout discours positif tenu en public sur les relations sexuelles dites non traditionnelles, il faut entendre par là les relations homosexuelles. Officiellement, il s'agirait de protéger les mineurs. Il s'agit en fait de lois homophobes et hostiles à la liberté de conscience. La quasi-unanimité des députés a voté cette loi inique, une loi qui serait soutenue par 88% des Russes, quand 54% d'entre eux penseraient même qu'il faudrait punir l'homosexualité, selon un sondage du mois de juin. Cette loi avait été lancée comme un ballon d'essai il y a 2 ans, dans une lointaine province de Sibérie, et cela n'avait alors ému personne. Mais le cancer a gagné, d'abord la région de Saint-Pétersbourg, avant de s'étendre maintenant à tout le territoire fédéral. C'est bien sûr à l'instigation de la très réactionnaire Église orthodoxe russe que cela a pu se produire. La société russe est une société orthodoxe très conservatrice sur le plan moral, où le patriarche Kirill et le président Poutine marchent la main dans la main. Les Russes sont peu nombreux à pratiquer, mais l'Église a une très grande influence sur les décisions politiques. La loi du 11 juin sera promulguée 2 semaines plus tard, le 25 juin, un dimanche, le jour du Seigneur. Il est vrai que Vladimir Poutine aime à donner des gages à une église nationale qu'il chérit, parce qu'en influençant les consciences russes qu'il aime dociles et soumises, elle lui rend bien service. Constance de la politique russe, Vladimir Poutine, en bon despote mal réélu l'an dernier, se met à choyer de plus en plus une église nationale dont Staline lui-même n'avait su se passer en 1941. Des fémènes aux lois homophobes, Poutine flatte tout ce qu'il y a de plus rétrograde dans la société russe, dans son église, dans sa Douma. Mais ce même 25 juin, coup de théâtre. Après des jours de suspense interminable depuis l'aéroport de Moscou, Poutine annonce que Snowden obtient l'asile politique en Russie. Le fossé entre Washington et Moscou se creuse. Les relations personnelles, qu'on disait déjà distantes entre Obama et Poutine, vont encore s'aggraver autour du transfuge de la NSA, même si les grandes divergences des 2 politiques étrangères ne concernent pas le programme PRISM, mais bien la guerre civile syrienne et le nucléaire iranien. L'affaire Snowden va révéler l'habileté exceptionnelle de la diplomatie américaine. Avec une rouerie achevée et un sens de la manipulation médiatique époustouflant, Washington va endosser le rôle de l'allié trahi. Washington n'est pas coupable d'avoir espionné l'Europe comme jamais il n'avait osé le faire auparavant. C'est Moscou qui est coupable de venir en aide à un traître. Washington et la NSA sont dans l'affaire du programme PRISM des victimes. Inversion de la charge de la preuve, c'est à Moscou de prouver sa bonne foi et de donner des gages de loyauté envers son rival. Obama poussera même le cynisme jusqu'à traiter Snowden d'espion en oubliant que l'espionnage constituait justement le cœur de métier de l'agent en fuite, un agent dont il était de surcroît l'employeur. Mais il est vrai que Washington nous avait déjà habitués de longue date à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et des bombes nucléaires pour des armes de paix qui sauvent les vies de milliers de GIs. La thèse victimaire de la Maison-Blanche et du département d'État, bien que parfaitement mensongère, est relayée avec docilité par tous les médias impériaux qui se déchaînent sans aucun esprit critique. Plus c'est gros, plus ça passe, et plus personne ne songe à reprocher quoi que ce soit aux Américains, surtout dans les temps difficiles que traverse le monde depuis une quinzaine d'années. Car début août, on nous annonce à grands cris une des menaces d'attentats les plus crédibles depuis le 11 septembre sur des ambassades occidentales au Proche et au Moyen-Orient. Washington, Londres, Paris et Berlin ferment des représentations diplomatiques de l'Afrique au Pakistan en passant par le Yémen. On ne précise pas avec exactitude en quoi consiste la menace puisque c'est secret et que les informations proviennent justement de la NSA. C'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. On se contente dans tout l'Occident de se rassurer en se réjouissant que cette agence ait de si grandes oreilles. Plus c'est gros, plus ça passe, on vous dit.
plus c'est gros, plus ça passe. L'enfumage par le risque terroriste a parfaitement fonctionné, mais mieux vaut 2 écrans de fumée qu'un seul pour étouffer la plus scandaleuse affaire d'espionnage depuis l'après-guerre. Et par ailleurs, Obama garde encore pour Poutine un chien de sa chienne. Curieusement, tout au long du mois de juillet, des attaques conjuguées des associations de défense des droits des gays et des médias impériaux vont surfer sur un thème porteur, l'homophobie du régime de Poutine, qui est d'autant plus remarquable qu'elle contraste avec le climat des 6 derniers mois où des pays comme la France, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay ont voté le mariage gay. Comme c'est tout récent, les médias sont preneurs. Au sujet de la question gay, la Russie endosse malgré elle le rôle de champion de l'axe du mal comme du temps de Reagan, quand les Alliés, eux, incarnent le camp de la liberté. Les affreux soutiennent la Russie et les gentils comprennent, en regardant la télévision, les journaux ou Internet, qu'ils ont intérêt à être contre les méchants s'ils veulent rester dignes de leur statut de gentils. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le pinkwashing, une technique de manipulation des médias déjà utilisée par plusieurs États, dont Israël, qui a beau jeu d'opposer le traitement des gays dans l'État juif et celui qui leur est réservé dans les États arabes environnants. Le pinkwashing, c'est quand homo lave plus rose, et Washington va jouer cette carte à fond pour mieux faire oublier le programme Prism tout en confortant son image de pseudo-champion des droits humains, et cela à moindre frais. No more Russian vodkas. On boycotte la vodka russe, on la renverse sur les trottoirs, comme ici à New York. On fait des kissines improvisées partout dans le monde, quand Amsterdam pavoise ses rues de drapeaux arc-en-ciel pour la venue de Poutine. Le dernier chic cet été, c'est d'être pro-LGBT. Pourtant, si ces actions sont louables, car la loi russe est proprement insupportable, l'ampleur des manifestations hostiles à la Russie attire l'attention de rares observateurs plus perspicaces que d'autres. Un cinéaste américain d'origine russe trouve que l'attention générale portée à une homophobie russe qui a existé de tout temps est trop soudaine et massive pour être honnête.